Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, j'ai pas d'autre terme. Nous sommes dans une guerre hybride. Ce que vous entendez, ce sont des tirs, pas les tirs de mortier, des tirs de char. Régis Le Sommier, qui est directeur de la rédaction d'Omerta, revient de 10 jours passés avec les lignes russes du côté dans le Donbass, dans ces villes qui sont absolument en combat aujourd'hui et en lutte entre les Russes et les Ukrainiens, les troupes russes et les Russes ukrainiennes. On le reçoit, et il va nous raconter tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est absolument passionnant parce que lui, il ne se contente pas, comme les généraux de plateau, d'être derrière la caméra ou derrière l'écran et d'essayer de raconter ce qu'ils n'ont jamais vu. Il a passé du temps, comme d'autres journalistes, côté ukrainien comme côté russe, sur le terrain, il enquête et il raconte. Et puis, nous allons parler évidemment des économies d'énergie, bien sûr. Nous allons parler aussi de Volodymyr Zelensky qui demande à Macron que les athlètes russes ne participent pas aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Oui, on demande, voilà, qu'il n'y ait pas de Russe, qu'il n'y ait pas d'athlète russe, absolument. C'est ce que Zelensky a demandé à Macron. Agnès Pannier-Runacher explique comment et à combien d'économies d'énergie nous devons nous résoudre. Et puis la journée nationale contre le sexisme, et oui, c'est une bonne chose. Pourquoi? Et nous allons recevoir le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques Charbonnier, qui est docteur en médecine, qui est anesthésiste, qui a été pendant 35 ans anesthésiste réanimateur et qui aujourd'hui travaille sur l'hypnose. Il a eu beaucoup de mailles à partir avec les autorités, les ordres divers et variés. Et il publie un roman de médecine-fiction, mais enfin, il n'est pas tellement fiction, c'est un peu sans histoire. Hold Up sur la vérité aux éditions Guitry et Daniel. On en parle tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Se faire plaisir, toujours au bout. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti. Oui, Quand un soldat, très belle chanson de Francis Lemarque, chantée par Yves Montand, Quand un soldat, et oui, mais quand un soldat s'en va en guerre, quand un soldat revient de guerre, et pendant ce temps, la guerre est là, la guerre est aujourd'hui en Europe, elle est aujourd'hui en Ukraine, dans le Donbass, et les répercussions sont mondiales, on le sait, on en parle suffisamment, on est à quelques jours du 24 février, le jour du déclenchement de l'opération spéciale de Russes. Certains disent agression, d'autres disent invasion, d'autres disent défense, enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, vous savez, on parle beaucoup dans les studios, on a les généraux de plateau, on a beaucoup de gens qui viennent. Et puis, il y a quand même des journalistes, et heureusement, de part et d'autre, et de partout, qui font leur boulot. Et le boulot du journaliste, c'est d'abord d'aller enquêter. C'est d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. C'est vraiment le premier des devoirs. Alors, il y a évidemment le commentaire, et c'est très bien, mais il y a d'abord le terrain, l'enquête. Et de ce point de vue, on est content de recevoir Régis Le Sommier, qui est directeur de la rédaction de l'Omerta, ce nouveau média digital d'enquête et d'investigation. Alors, Régis Le Sommier, vous revenez du Donbass. C'est au Donbass, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, où vous étiez exactement? Vous êtes resté une dizaine de jours sur le front, et on va dire vraiment en première ligne à un moment donné. Alors, c'était où exactement? Alors c'est la zone de Kremina-Svatovo qui se trouve au nord de Bakhmout, en fait. C'est une zone où
il y a une intensité des combats assez extrême en ce moment, puisque les deux parties luttent pour le contrôle des routes, les voies d'approvisionnement justement vers l'agglomération de Bakhmout, donc après la chute de Soledar, qui est une sorte de verrou à côté. Qui est tombé, Soledar. Qui est tombé, oui, tout à fait. Les Russes, oui. Voilà, et donc les Russes tentent de prendre le contrôle de ces routes, donc il y a une intense activité militaire dans ces zones. C'est essentiellement des duels d'artillerie et on va en parler. Et donc la vie est un véritable enfer en fait dans cette pour les partie habitants, du monde. j'imagine. Les habitants aussi. Alors il faut se rendre compte qu'en fait on est dans le Donbass qui a été conquis par la Russie après le 24 février. Donc dans une partie qui était très pro-ukrainienne avant, puisque la partie qui avait fait sécession, elle a fait sécession en 2014. Donc cette partie-là se battait contre l'autre. Donc les habitants qui sont dans ces zones-là sont des habitants qui sont plutôt pro-ukrainiens. Et donc on le voit d'ailleurs dans les villages avec des restes du drapeau ukrainien, des habits traditionnels dessinés sur les murs des écoles. D'ailleurs assez touchant de voir ça parce que quand on voit le rouleau compresseur qui écrase ces scènes qui autrefois pouvaient peut-être être un peu bucoliques, parce que l'Ukraine, ça peut être joli aussi parfois. Et là, on voit ces habitants qui sont avec les Russes, et les Russes, c'est les troupes d'occupation, avec tous les problèmes que ça peut poser, avec les guerres de partisans, avec la méfiance réciproque entre l'un et l'autre, et potentiellement des exactions qui peuvent se produire. Et qui perdurent depuis déjà assez longtemps, des années. Alors, Régis Sommier, vous avez déjà été, depuis le 24 février, c'est la troisième fois que vous allez... C'est la troisième fois que je me rends en Ukraine. La première fois, j'y suis allé pour accompagner des volontaires français pour un reportage pour le Figaro Magazine en avril dernier. Là, j'étais côté ukrainien, à Lviv, Odessa, Yavoriv, essentiellement. Et l'idée, c'était à l'époque, il y avait une sorte d'afflux de volontaires étrangers qui venaient un peu à la façon de la guerre d'Espagne, s'engager. Exactement. Il y avait des références comme ça. C'était passionnant de voir ces jeunes. J'en ai accompagné 3, dont 2 avaient combattu ensemble avec les Kurdes à l'époque, donc au Rojava, contre les djihadistes, contre Daesh. Donc ils avaient cette sorte de combattants internationaux qui font pas justement eux que parler, mais qui vont risquer leur peau pour des causes qu'ils estiment justes. Et aujourd'hui, le nombre des volontaires a baissé. Alors, le nombre des volontaires, oui, peut-être, mais le nombre des anciens soldats, certainement pas. Ce qui s'est développé, ce qui est mis en lumière à travers l'expérience de Wagner, c'est le retour de vieilles forces spéciales, de Spetsnaz, de militaires très expérimentés, avec, pour Wagner, la particularité d'avoir libéré des taulards et de les avoir envoyés au front. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la brigade, par exemple, qui nous faisait face, on était côté russe. Oui, et la brigade en face s'appelle Kraken, et c'est le bataillon Kraken, et le bataillon Kraken, il est composé, qui est ukrainien, est composé seulement de 40% d'Ukrainiens et de 60% de volontaires étrangers. Mais des volontaires, des anciens militaires, beaucoup de Polonais. Qui combattent les Russes, donc c'est une force d'élite. Donc il faut savoir que de part et d'autre, il y avait des vétérans. Moi, j'étais avec la brigade des vétérans russes, et donc on se rend compte qu'en fait, qui combat aujourd'hui sur cette ligne de front, en particulier, des vétérans qui ont connu un peu la même vie avant, qui ont fait des guerres, donc qui ont une expérience incroyable du combat, qui rend peut-être aussi la difficulté plus à chacun pour prendre des terres à l'autre. C'est beaucoup plus compliqué et c'est peut-être plus atroce. Et alors, avant qu'on prenne l'antenne, Régis Sommier, vous nous disiez qu'il y avait ce côté, et c'est très intéressant dans cette guerre, ce côté mélange d'armées régulières et de milices privées, tout à fait. De forces privées. Oui, Wagner a fait des petits. Moi, j'étais avec donc la brigade des vétérans, et la brigade des vétérans se définit elle-même comme une SMP, c'est-à-dire comme une société militaire privée. Sauf qu'elle est financée par l'État russe, mais l'idée, c'est que... les vétérans même, c'est ça, nous sommes d'une société militaire privée. Exactement, et c'est un petit peu la nouvelle forme de la guerre. D'ailleurs, j'ai appris que l'Ukraine étudie aussi la possibilité de créer elle-même des SMP. Les Américains en ont depuis longtemps. Donc il y a toute une forme de clandestinité ou d'opacité sur les groupes qui combattent aujourd'hui. Prestataires de services presque. Un petit peu. Et ils servent à quoi? Comme ils ont cette expérience militaire, certains ont fait la Tchétchénie, d'autres l'Afghanistan. Comme ils ont cette expérience, ils ont encadré les fameux 300 000 réservistes que Poutine a mobilisés fin septembre. On a assisté un jour à leur entraînement.
D'ailleurs, ils tirent pas très bien. Enfin, là, on retrouve chez les Russes ce qui est assez qui est étonnant avec les Russes, c'est ce mélange en effet de détermination qu'ils puisent très très profondément. C'est un peuple où l'homme de patriote en fait. Mais l'homme de la rue connaît l'histoire. Voilà, et la mémoire est très importante. Mais ils ont énormément de défauts. Par exemple, ils privilégient toujours le côté massif, le côté... ils sont pas très... Rouleau compresseur, exactement. Donc les volontaires, bon, on les a vus à l'exercice, ils tirent pas très bien. L'encadrement est un peu bordélique, si je dirais. Mais c'est l'armée rouge de 40 qui part... ces vagues humaines... c'est des vagues humaines, et finalement les Allemands à court de munitions finalement reviennent à Berlin. Donc là, c'est pas tout à fait la même guerre, faut quand même pas. Mais dans certains coins, c'est quand même troublant comment il y a cette répercussion de l'histoire. Par exemple, on s'est retrouvé à un moment dans une forêt où il y avait des tranchées, et j'ai demandé à un des volontaires qui m'expliquait. J'ai dit mais pourquoi c'est des tranchées? Il me dit non, c'est des tranchées. Ce sont des tranchées allemandes. C'est le général Manstein qui a fait son offensive sur Kharkov, qui était basé là. Donc en fait, de la guerre de 40. Oui, on vit sur l'histoire en fait. Et les Russes, ils sont, et attention à ça, parce que j'entends souvent dire oui, c'est les obsessions de Poutine. Le Russe de base est obsédé par ça. On a peut-être pendant longtemps dans nos livres d'histoire, dans nos cours d'histoire, peut-être sous-estimer ces fameux 20 millions de morts russes pendant la guerre, l'impact que cette tragédie a pu avoir sur l'âme russe. En fait, c'est toujours là. C'est toujours là. C'est toujours là. Donc, il n'a pas été finalement il n'a pas été très difficile pour Poutine de convaincre une grosse partie de ses hommes d'aller combattre en leur disant vous allez faire la guerre de vos grands-parents. Ah oui, c'est ça. Alors justement, sans faire, vous avez été au front, vous avez dit que vous avez été c'est très rare pour des journalistes d'être en première ligne. En général, on est en deuxième, troisième ligne. Et là, on vous a emmené quoi, vraiment sous le feu, enfin. Alors en fait, on y est allé. Donc on a pendant un jour ou deux travaillé sur des positions d'artillerie qui étaient à quelques 500 mètres, 1 kilomètre. Déjà, c'est une zone très intense puisque beaucoup de combats là-bas ont lieu à base de duels d'artillerie en fait entre les chars, les obusiers, les lance-missiles, les grades, vous savez les fameux canons, les fameux orques de Staline qu'on voit dans les champs. Donc là, on est plutôt sur des positions d'appui-feu en fait pour la ligne de front. Et puis à la ligne de front, on y est allé dimanche dernier, et là on est dans un univers. C'est une autre planète, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui frappe les hommes vivent, si vous voulez. Tout à coup, vous êtes à Verdun, tout est détruit. On est enterré. Il y a la tranchée. Dans la tranchée, il y a un bunker. Dans le bunker, il y a plusieurs. Et en fait, dans ce bunker-là, vous avez des appareils électroniques qui reçoivent des informations de drones. Parce qu'aujourd'hui, l'importance des drones. C'est complètement dingue. Dans ce que j'appelle moi la cathédrale militaire, qui est le front, le drone, c'est la clé de voûte. C'est là où tout part et tout est reçu. Le drone finalement observe, donne les coordonnées des points d'artillerie, donne les coordonnées des tanks qui sont répercutés dans le bunker, qui vont elles-mêmes vers les obusiers, elles-mêmes vers les pièces d'artillerie. Et donc c'est l'ordinateur qui les récupère. Voilà. Et on manipule plusieurs drones. Les Russes quadrillent, et ils ont atteint une certaine expertise au niveau du front avec ça. Au début, on disait que c'était les Ukrainiens qui avaient l'avantage technologique avec les armes de l'OTAN. Là, du point de vue de la maîtrise des drones, aujourd'hui, les Russes sont très très bons, parce qu'ils se sont mis, il faut bien comprendre, qu'ils se sont mis aujourd'hui dans une position défensive. Alors, ils grignotent certains villages, mais au niveau du front, ils ont bétonné tout. Il y a ce qu'on appelle des dents de dragon, qui sont des sortes pas des chevaux de frise, mais des espèces de pylônes pour anti-chars qui sont partout positionnés. Donc, en fait, le problème, c'est que on part avec les nouveaux chars, l'envoi de nouvelles armes à l'Ukraine dans une perspective de reconquête du territoire ukrainien. Léopard, etc. Et les Russes, je peux vous dire, ont fait en sorte que chaque kilomètre carré de territoire ukrainien, s'il doit être reconquis par l'armée ukrainienne, va coûter énormément en sang. Là, ils se sont vraiment barricadés. C'est quand le président de la Douma qui dit oui, amenez vos chars, on va les brûler. Oui, je ne sais pas. Il y a toujours un peu de il y a de la propagande, bien sûr. Et puis il y a des gens. En même temps, vous dites les Russes sont
préparé ça. Ils ont au ils ont début bétonné. c'était pas ça. Ouais, mais là, non, il l'avait pas fait à Kherson. Je me souviens très bien d'être allé sur les lignes de front à Kherson. C'était pas du tout creusé de cette façon. Il y avait des positions de défense, mais il y avait pratiquement pas d'armes lourdes. Là, il y a quasiment que de l'arme lourde. J'ai vu des colonnes de T-72 se prépositionner dans la zone où on était. Il y a on m'a dit, j'ai pas pu le vérifier, mais qu'il y avait 60 chars. 60 chars. J'ai vu un T-90. Vous savez, on parle des Léopard 2, c'est l'équivalent côté russe. Donc, ils sont là, ils ont là aussi pareil une sorte de fanatisme, en tout cas chez les troupes avec qui j'étais, ou le soldat qui discute dans la cuisine parce qu'on habite dans des maisons. Et vous disent quoi alors ces soldats, ils disent quoi Il y a plusieurs cas. Il y a le vieux soldat qui va vous raconter sa guerre, etc. Un peu comme dans toutes les armées. Il y a le jeune. Moi, ce qui m'a surpris, c'est un jeune qui faisait des études de traduction à Voroneige, aucune expérience militaire et qui a décidé de s'engager. Alors il explique que lui, il a une attitude très pro-russe, mais en même temps un peu moderne, disant que pour lui, la Russie ne souhaite absolument pas envahir la Pologne ni la France. Il dit, moi, je me bats pour mes enfants. Je veux que le mode de vie qu'on a ici, on veut pas de votre mode de vie. Voilà. Ah oui, carrément. Ouais. Oui, il me dit ça. Voilà. Votre mode de vie occidental. Votre truc avec les homosexuels, etc. Donc c'est ça le discours. Hein. Moi, je vous transcris tel que je l'ai entendu. J'ai vu aussi une infirmière tchétchène, donc qui était voilée. C'est toujours un peu surprenant de voir le paradoxe avec une Kadyrovsky, c'est-à-dire une fan de Kadyrov, et qui en même temps parle de Poutine comme un dieu. Et puis on lui dit, mais Poutine, il a quand même. Moi, je lui ai dit, Poutine, il a quand même assassiné vos frères, il a quand même assassiné vos pères. Oui, mais maintenant c'est notre chef. Voilà, Poutine c'est notre chef. Donc il y a à la fois un raisonnement extrêmement simpliste, mais c'est vraiment eux et nous. Voilà, votre monde à vous et notre monde à nous. Et vous êtes venus nous emmerder et donc vous avez la guerre. C'est un peu ça qu'ils disent. Donc partant de là, à travers outre l'expérience humaine qui peut fragiliser, c'est-à-dire que j'ai quand même vu des soldats qui étaient très très éprouvés, mais vu les conditions que moi-même j'ai trouvé ça dur. J'y ai passé une semaine. J'imagine ce que ça fait pour des types qui sont là depuis le premier de l'an ou depuis 3 mois. Donc du coup, je me suis dit, oui, il y a les hommes, l'usure des hommes, etc. Mais sinon, ça m'a paru d'une puissance incroyable. Donc quand je vois, alors je pense qu'en face aussi ils sont très durs. Hein. Je me doute pas que le régiment Kraken et que ils sont aussi déterminés. Bien sûr, bien sûr. Mais juste, Régis Le Sommier, en prenant un peu de distance justement, en regardant ça avec l'expérience que vous avez eue, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, encore une fois, on peut que spéculer là, mais quand même, que cette guerre va encore durer et que le rapport des forces aujourd'hui a changé par rapport à ce qu'on entend. On dit oui, mais voilà, mais en fait, même la Russie peut être, en tout cas, sinon vaincue, mais du moins arrêtée, stoppée, négociation. Il faut d'abord aider l'Ukraine, les négociations viendront après. Comment vous le ressentez? Comment on peut le ressentir? Moi, il y a mon ressenti personnel, si vous, c'est ça qui vous, c'est que ce que j'ai vu là-bas, moi, ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé parce que le contraste que j'ai eu en rentrant, c'est que j'entends des gens, en effet, vous parlez de gens sur des plateaux télé ou de généraux qui ont fait la guerre sur des cartes, qui disent, si on ne continue pas à armer l'Ukraine va perdre et c'est la démocratie qui va perdre. Ok, c'est peut-être dans l'absolu un très bon raisonnement. Seulement, la guerre, faut être prêt à la faire. Et ce que j'ai vu, je pense pas qu'on soit prêt à faire cette guerre-là. Une guerre aussi intense. On n'est même pas au quart de ce que sont capables de supporter les Ukrainiens. Et les Russes sont aussi capables de supporter ça. Quand on veut la guerre ou quand on se dit on va se battre pour la démocratie parce qu'on estime que là-bas c'est la démocratie qui est en jeu, faut être en mesure de la faire. Faut être en mesure d'avoir des chefs. Et j'ai malheureusement le sentiment que nos chefs font partie de cette génération qui n'a jamais connu la guerre. Chirac avait connu l'Algérie. Colin Powell, que j'ai bien connu quand j'étais correspondant aux États-Unis, lui a essayé de retarder Bush dans son folle aventure irakienne.
me souviens d'une anecdote où, au moment de l'invasion de l'Ukraine, pas de l'Ukraine, de l'Irak, parfois on fait la confusion, Colin Powell avait été invité par Bush à venir dans son bureau, et Bush, qui était un homme qui aimait souvent avoir des positions un peu différentes, même s'il était très déterminé, demanda à Powell, il sentait bien qu'il était réticent à cette guerre. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez, Colin? Et Colin Powell, faut pas l'oublier, est quelqu'un qui a fait le Vietnam. Ouais. Donc il y a cette expérience. Bush, lui, a fait la garde nationale, il n'y a pas été, etc. Donc on est souvent plus va en guerre quand on n'a pas fait la guerre. Et parce qu'on peut imaginer qu'un conflit en armant... On le sent aujourd'hui ici sur nos plateaux. Ça, voilà. Et Colin Powell dit à Bush, à propos de l'Irak, il lui a dit, c'est la règle du magasin de porcelaine. Vous cassez quelque chose, vous êtes obligé de le payer, il est à vous. You break it, you own it. You own it. Ouais. Dit en anglais, and you pay for it. And you pay for it. Et c'est ce qui s'est passé. L'Irak est devenu l'Amérique. L'Irak a appartenu à l'Amérique, l'Afghanistan a appartenu à l'Amérique pendant 20 ans. Et on a vu le résultat. La vraie question aujourd'hui par rapport à nos dirigeants, c'est est-ce que l'Ukraine est notre guerre? Est-ce qu'on veut que l'Ukraine nous appartienne? Est-ce que l'Ukraine, doit être, veut devenir l'Europe ou la France? Et si on veut être va-t-en-guerre, il faut être courageux et y aller jusqu'au bout. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait des leaders de la trempe de Churchill ou d'Eisenhower. C'est ça le problème. Mais en tout cas, on a des gens qui se réunissent. On n'est pas sûr que les peuples veulent y aller aussi. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on s'est construit depuis 70 ans, en particulier avec l'Allemagne. S'il y a une seule réussite qu'on peut clamer en Europe, c'est de pas avoir fait de guerre avec l'Allemagne depuis 80 ans. Et ça, c'est quand même un trésor. Mais nos peuples n'ont plus été habitués à cette guerre. Nos peuples ne veulent plus la guerre. Regardez les Allemands. Les Allemands, ils sont réticents avec les léopards. Pourquoi? Parce que voir des panzers défiler en Ukraine, quelque part, ça leur rappelle une angoisse quasi existentielle. C'est clair. En fait, oui, c'est ça. C'est tout le problème, et effectivement, il est posé. Régis Le Sommier, en tout cas, merci de ce témoignage. Merci de m'avoir reçu. Et on va pouvoir suivre évidemment les films sur la chaîne sur Omerta. Le documentaire sera un documentaire très très fort, qui sera prêt début février. Très bien. Et puis je sais que vous préparez un livre là-dessus. Tout à fait. Et vous reviendrez nous en parler. Absolument. Merci André. Merci à vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans 2 ans. Alors on peut se demander, effectivement, nous ne quittons pas l'Ukraine quelque part si les athlètes russes, hommes ou femmes, seront là ou pas. Car Volodymyr Zelensky a précisé à Emmanuel Macron, en tout cas lui a demandé, il lui a dit « Les athlètes russes ne doivent pas avoir leur place au JO de Paris ». Voilà. Ils ne doivent pas y participer, ce n'est pas possible. J'ai insisté, il l'a déclaré sur Telegram, Volodymyr Zelensky, lors de son entretien avec Emmanuel Macron. Les Russes sont des envahisseurs, eh bien, il ne faut pas qu'ils soient là. Alors, le comité international olympique, effectivement, a sanctionné Moscou et Minsk, le comité international olympique, mais il a dit, écoutez, il faudrait quand même que les Russes participent, et ceux du Bélarus aussi, à condition qu'ils ne portent pas les couleurs de le pays. Pas du tout, dit Volodymyr Zelensky, pas de Russes. Alors, moi je sais pas, c'est un vrai problème. En fonction donc de ce qui se passe, point de Russes partout dans n'importe quelle compétition, mais ça ne s'arrête pas là, puisque comme vous avez vu, on vous a raconté dans cette émission, dans des universités italiennes, dans des expositions, plus de chanteurs russes, plus de peintres russes, on n'étudie plus Dostoïevski ou Tolstoï. On va saboter, on va censurer tout cela. Je pense que, honnêtement, au-delà de l'histoire, les peuples sont là. On ne peut pas punir, à mon avis, on ne peut pas sanctionner tout un peuple parce qu'on n'approuve pas la politique de ses dirigeants. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi n'a-t-on pas sanctionné les États-Unis ? Quand l'OTAN, sans l'aval de l'ONU, a bombardé la Yougoslavie, la Serbie, pourquoi ne sanctionne-t-on pas l'Arabie Saoudite quand elle bombarde le Yémen pendant 10 ans? Pourquoi ne sanctionne-t-on pas Washington quand on a bombardé l'Afghanistan, l'Irak, et ne parlons pas de la Libye? Alors, qu'est-ce que c'est que ces 2 poids et 2 mesures? Donc, il faut supprimer le peuple russe. En tout cas, il faut plus en parler. Il faut
invisibilisés. Voilà, ils sont invisibles, il faut plus les voir, c'est le sceau de la famille, il faut éliminer les Russes. Ben, je crois pas que c'est comme ça qu'on va arranger les choses, surtout, pour retrouver la paix et qu'on cesse de massacrer de part et d'autre. Tout de suite dans le face-à-face, Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste, réanimateur, écrivain et conférencier, auteur de Hold Up sur la vérité aux éditions Guitry Daniel. On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. Parle ton français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Guerre en Ukraine. Athlètes russes, boycott ou pas boycott, nous, on sait ce qui nous attend. Auditeurs, auditrices de Sud Radio, résistants de Sud Radio, il faut économiser l'énergie. Sinon, le gaz à effet de serre va nous asphyxier. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bon, pour faire des économies d'énergie, il existe 3 gestes utiles. Numéro 1, je baisse. Numéro 2, j'éteins. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et numéro 3, je décale. Voilà, c'est les 3 gestes utiles. Je baisse, j'éteins, je décale. Oui, on a compris. On écoute ça du matin au soir. Bien moins, on a compris. Mais alors, le vrai problème, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, de combien il faut que je baisse? De combien il faut éteindre? De combien je dois décaler? Eh bien, sur BFM TV, voici ce que répondait mardi, avant-hier, le ministre. Écoutez. Si nous voulons être au rendez-vous de nos objectifs climatiques, si nous voulons baisser nos gaz à effet de serre, ce que nous disent les experts, c'est qu'il va falloir baisser de 40% notre consommation d'énergie. 40%, ça va 40%, c'est-à-dire 30% de plus, là. Exactement. Alors, ça va pas être que de la sobriété, ça va être aussi des nouvelles technologies. Là, vous dites ça aux Français qui ont déjà l'impression d'avoir fait un effort et d'avoir mis le chauffage à 19. Vous leur dites qu'il va falloir faire 30% de plus? Eh bien, je leur dis qu'on va collectivement baisser notre consommation d'énergie de 40%. Eh oui, 40%. 40% pour atteindre les effets climatiques, pour atteindre le résultat climatique. Quel résultat? Nous sommes déjà maillot jaune en matière de CO2 et en matière de baisse du gaz à effet de serre. Eh ben non, ça ne suffit pas. Alors écoutez bien, auditeurs de Sud Radio, ne pas laisser allumer de lumière, c'est inutile. Privilégiez le programme éco du lave-linge et du lave-vaisselle. Ne faire fonctionner son lave-linge et lave-vaisselle que lorsqu'ils sont pleins. Ne pas utiliser systématiquement le sèche-linge. Cuisine économe, je sais pas. Oui, cuisine économe. Alors ça c'est très important, limiter la taille et la luminosité de la TV. Et même quand vous nous écoutez, baissez les écouteurs. Nous on va parler très lentement. Ne pas laisser brancher les ordinateurs, éteindre la box, le double vitrage, régler la température, 19 et même moins, 17 la nuit, 17 degrés la nuit, éteindre les radiateurs, baisser le chauffage dans les pièces inoccupées. Français, encore un effort. Et comme me disait merveilleusement un auditeur, on a des auditeurs formidables de la région, vous savez, de la région de Perpignan. Il m'a écrit et il m'a dit, vous savez, je me rappelle un humoriste, Fernand Reynaud, un humoriste peut-être que les moins de 40 ans ne connaissent pas, mais que les autres connaissent bien. Et il racontait, Fernand Reynaud, l'histoire du petit employé qui demandait de l'augmentation à son patron. Il lui dit, patron, j'ai des besoins. Et que lui rétorque le patron? Dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous dirai comment vous en passez. Et voilà. Et alors, Agnès Pannier-Runacher, dites-nous, on vous écoute, vous savez, on va faire tout, on va tout baisser, on va tout décaler, on va tout éteindre. Mais dites-moi, et vous allez nous récompenser comment? Alors regardez comment Agnès Pannier-Runacher, écoutez comment elle récompensait les ouvriers méritants. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Voilà, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, Voilà, eh bien, baissez votre ordinateur, votre éclairage, et puis là, vous allez être récompensé et vous serez de bons citoyens,
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le Haut Conseil à l'égalité, vous savez, il y avait effectivement le collectif Ensemble contre le sexisme faisait beaucoup de choses et c'est très bien. Effectivement, chaque 25 janvier, un événement pour lutter contre le sexisme. Eh bien, pour une société plus égalitaire, a dit le chef de l'État pour leur répondre, et parce que ce combat est l'affaire de tous, le 25 janvier devient désormais la journée nationale contre le sexisme. La journée nationale contre le sexisme. Alors dites-moi, moi, ce que je suggère, parce que il faudrait faire une journée nationale, 365 journées nationales. Il y a déjà le racisme, le sexisme, les femmes, eh bien il faudrait faire contre contre l'unilatéralisme, contre le fanatisme, contre tout ce qui est en isme. Voilà. Il faut vraiment prendre tous les ismes, par exemple l'asthme de Panama et l'arthrite de Russie, comme disait l'autre. Nous n'allons pas perdre un moment. Chaque fois, il vaudrait une journée nationale. Voilà. La seule manière qu'on a de combattre tous les maux MAUX évidemment qui nous occupent, tous ces gens qui essayent de nous enfermer, qui essayent de ne pas comprendre que nous sommes tous genrés, cisgenrés, colonisés, opprimés, etc., binarisés, etc. Eh bien, il faut faire des journées nationales. Voilà. Il y a 365 jours par an. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une journée nationale et on trouvera tout ce qu'il faut. Vous savez, donnez-moi le mal, et ben je vous donnerai le remède. Et le remède, c'est la journée nationale. Vous voyez comment on résout les problèmes? C'est tellement facile. Vous avez raison. Merci, M. le Président. Nous avons péché par sexisme. Nous paierons. Nous nous repentirons. Nous avons péché par sexisme. Nous paierons. Nous nous repentirons. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du jeudi 26 janvier avec Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste, réanimateur, mais aussi écrivain et conférencier, auteur de Hold Up sur la vérité aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour docteur Charbonnier. Bonjour monsieur Berkov. Alors écoutez, votre livre, c'est un livre, je dirais de santé-fiction, de médecine-fiction, ça se passe en 2038. C'est un livre, un thriller, d'ailleurs très 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 intéressant à lire, on ne le lâche pas, c'est un... Les Américains, j'aime pas employer le mot américain, ils disent c'est un page-turner. C'est vrai qu'on n'a pas envie de lâcher. Hold Up sur la vérité. Mais en fait, c'est un roman. Je rappelle que vous avez été anesthésiste, réanimateur pendant 35 ans, que vous avez été poursuivi pour vos travaux sur l'hypnose par des conseils de l'ordre des médecins pour vous dissuader de faire des ateliers d'hypnose. On va en parler de tout cela. Que vous avez eu des contrôles fiscaux et tout ça, mais on vous a surtout reproché ces revenus d'ateliers d'hypnose dans vos activités médicales. Que vous avez été condamné à 3 ans d'interdiction et ces 3 ans c'est terminé, mais vous avez dit nous on veut se battre. Que vous parlez dans votre livre de la xapine et des médicaments, parce que juste je rappelle cela, votre livre commence par dire que il y a des animaux qui transmettent la maladie aux hommes et aux femmes, et du coup, eh bien, on les élimine, ces amis, on les tue au nom, effectivement, de la santé. Et en fait, dites-moi, Madame Bovary, c'est moi, disait Flaubert, Philippe Beauchamp, votre héros, c'est vous, Jean-Jacques Charbonnier? Oui, on peut dire ça. On peut dire effectivement qu'on reconnaît, tous ceux qui connaissent mon histoire, ils y sont tous là-dedans, ils y sont tous. Et si vous voulez, ce livre, j'ai voulu en faire un outil pour dénoncer en fait que les fantassins du cartel de Big Pharma, étaient dans tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir médical, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit les pouvoirs médiatiques même. Et merci de me faire passer dans une émission de grande écoute, parce que en fait, je crois que vous êtes le seul à avoir ce talent de faire passer des gens qui ont enfin le droit à la parole. Et puis surtout, le pouvoir, ça c'est beaucoup plus inquiétant pour une démocratie, le pouvoir juridique. Même le pouvoir juridique a un niveau de corruption, et j'en suis la preuve.
puisque mon assurance professionnelle a décidé de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme à Bruxelles pour que, tout simplement, l'État français indemnise le préjudice que j'ai subi, et tellement ils sont persuadés que j'ai été victime d'une injustice. Ils financent ce recours. Oui. Et donc, oui. Alors, on va en parler, docteur Charbonnier, juste après cette petite pause. On va prendre tout le temps. Nous avons jusqu'à 14h pour raconter ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vécu. Parce qu'effectivement, c'est un miroir de notre temps et de ce qu'on vit aujourd'hui. À tout de suite. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est avec nous, Hold Up sur la vérité aux éditions Guy Trédaniel. Docteur Jean Charbonnier, vous êtes encore anesthésiste, réanimateur pendant 35 ans, vous avez exercé votre métier. Vous le dites sans avoir eu une seule mise en cause, ni au pénal, ni au civil. Vous avez été, vous êtes aujourd'hui, vous réalisez depuis 2014 d'ailleurs, vous le dites depuis 8 ans, des ateliers d'hypnose collective appelés TCH, transcommunication hypnotique, dont le but est de soulager les épreuves de deuil et de calmer les angoisses de la mort. Et puis, vous parlez des anxiolytiques, on va en reparler tout cela. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quand vous êtes passé de la totalité de votre métier, enfin de votre métier d'anesthésiste réanimateur, et vous êtes intéressé à l'hypnose, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on vous a dit stop, ça va pas du tout? À partir du moment où j'étais devenu un petit peu le spécialiste de ces fameuses expériences de mort imminente, des gens qui ont traversé des morts provisoires, on va dire, qui sont revenus enrichis ils sont débarrassés des angoisses de la mort, clairement, et ils sont soulagés par rapport aux souffrances du deuil. Donc, je suis devenu un petit peu le spécialiste français de ces expériences. J'ai fait passer plusieurs thèses de doctorat en médecine sur ce sujet. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que si on arrivait à suggérer cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages? Et en fait, sur le premier millier de TCHistes étudiés de façon statistique, cette intuition était bonne, puisque 669 personnes sur 1000, 67%, avaient donc coché la case « oui, je pense avoir eu une amélioration par rapport à tout ça ». À l'angoisse de la mort, vous voulez dire, oui. Oui, par rapport aux angoisses de la mort et par rapport aux souffrances du deuil, parce que, ils voient apparaître des défunts, enfin, peu importe, on croit ou on ne croit pas à tout ça, mais c'est sûr. Bien. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plus de 30 000 personnes qui ont fait ces séances. Et à partir du moment où ces séances ont eu un certain aura, un certain succès, c'est là où j'ai commencé à avoir les embêtements avec le Conseil de l'Ordre, qui ont commencé tout d'abord en m'invitant gentiment, on va dire, la première lettre, je m'en souviendrai toujours, c'était « on va vous inviter pour une conversation confraternelle à propos de vos activités. Oui. » Et puis, on m'a fortement conseillé de les cesser parce que ce n'était pas reconnu comme une activité médicale et qu'il fallait donc arrêter. Et donc, j'ai continué, évidemment, parce que je suis taureau ascendant Lion, je suis assez têtu, il faut dire. Et donc, c'est devenu de plus en plus pressant, puis c'est devenu ensuite menaçant. Et puis ensuite, j'ai dû subir une expertise psychiatrique quand même. Donc, le Conseil de l'Ordre a demandé une expertise psychiatrique. Alors, il ne faut pas s'énerver. Hein. La règle du jeu, c'est ça. Il ne faut pas s'énerver parce que si vous vous énervez, vous finissez comme le professeur Fourtier, vous êtes interné. Donc, j'ai résisté à ça. La conclusion de cette expertise qui a été donnée un mois après, parce qu'il faut qu'ils réfléchissent quand même, ils étaient 3, 4. Et c'était quoi la conclusion? Il paraît que je suis normal et que je peux exercer la médecine. Bon. Donc, première étape franchie, il en a fallu d'autres. L'étape suivante, ça a été le contrôle fiscal. Mais c'est pas un contrôle fiscal ordinaire, c'est que je me suis retrouvé en garde à vue avec des brigadiers qui étaient stupéfiés parce qu'ils disent vous n'êtes pas Mesrine, on vous a pris pour Mesrine, vous êtes simplé tout simplement. C'est-à-dire que vous avez été très mal conseillé, vous avez un expert comptable qui est nul, donc c'est vrai que j'en ai changé, je dirais pas qui c'est mais j'en ai changé et donc là
Évidemment, ils avaient, dans ma comptabilité, toutes ces activités qui n'étaient pas médicales avaient été donc données en activité médicale, et donc du fait... Donc on l'a dit, il fraude le fisc, c'est ça, quelque chose comme ça. Voilà, alors tout était organisé quand même et orchestré. Parce que dès le lendemain, normalement, il n'y a que le bâtonnier, mon avocat, les brigadiers qui sont au courant d'une garde à vue. Dès le lendemain, il y avait un article qui me flinguait sur la Dépêche du Midi, avec ma photo, en disant fraude fiscale, en disant blanchiment d'argent. Enfin, le blanchiment d'argent, tout ça a été débouté. Voilà. Donc j'étais devenu l'affreux Jojo. Mais vous savez très bien, docteur, que le secret de l'instruction n'existe plus. Oui, hélas, hélas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous est devenu le mouton noir de la profession, c'est ça? Ah ben là, tout de suite. Donc en fait, ça a eu l'effet inverse, parce que ma garde à vue, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, elle est sortie le jour de la sortie de mon livre sur la TCH, sur la méthode d'hypnose. Oui. Et du coup, ben, comme j'ai quand même voilà, une page Facebook active, les réseaux sociaux sont actifs, on fait quand même un contre-pouvoir. Donc du coup, il y a eu un grand courant de sympathie sur ce qui m'arrivait. Mon livre, donc... tous les médias qui normalement devaient m'inviter ont récusé l'invitation. Je nommerai pas les médias, mais bon, c'était programmé. Tout a été donc exclu. Mais de ce fait, de cette publicité à l'envers, eh ben, mon livre a grimpé dans les meilleures ventes, du top 10 des meilleures ventes. Donc ça a eu l'effet inverse. Du coup, mes amis Facebook sur ma page, ils sont passés de 20 000 à plus de 100 000. Donc, il y a eu un effet inverse. Donc, ça finit de les énerver, je pense. Et donc, du coup, ils ont trouvé autre chose. Alors, comme vous avez dit, je n'ai eu aucun problème en 35 ans d'anesthésie, ni au pénal, ni au civil. Ça, c'est exceptionnel. Enfin, c'est pas pour me vanter, mais c'est exceptionnel dans une carrière d'anesthésiste, parce qu'on a toujours 4 ou 5 affaires comme ça. Des accidents, Voilà, j'en ai eu aucune. Et là est sorti du chapeau un patient qui prétend, peut-être c'est vrai, j'en sais rien, mais qui prétend avoir été conscient pendant une de mes anesthésies. Donc déjà, que l'affaire parte au pénal, que je me retrouve en garde à vue pour ça, c'est complètement fou. Parce que tous les anesthésistes ont connu ça. Un de leurs patients qui, à un moment donné, dit avoir été conscient, d'autant plus que ce n'est pas du réveil, c'est avoir été conscient. Il n'y a aucun signe de réveil objectif. Il n'y a pas une tension qui monte, il n'y a pas un pouls qui s'accélère, il n'y a pas le malade qui saute de la table, c'est pas ça. Il prétend avoir été conscient. Et bien pour ça, je me retrouve quand même au pénal. Et mon avocat est stupéfait. Il me dit, mais c'est le phénomène d'awareness, ça existe sur 1 sur 20 000 anesthésies, donc il y aurait ça tous les jours. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en vous retrouvant au pénal? Là, il y a eu une sanction, il y a eu sanction, déjà, ça c'était très étonnant. 1 an d'interdiction d'exercice. Mon avocat me disant, moi, c'est l'avocat du syndicat des anesthésistes, l'avocat dit, mais moi je ne comprends pas, parce que moi j'ai défendu des anesthésistes qui ont été reconnus en responsabilité avec des homicides involontaires, c'est-à-dire avec mort de patient sur table, qui n'ont pas été interdits un seul jour. Et vous êtes interdit 1 an, mais c'est fou. Donc on va partir en appel. On part en appel, je prends 3 ans. Alors là, ça devient... 3 ans d'interdiction d'exercer, c'est ça? 3 ans d'interdiction d'exercer. Et en plus, on ne peut pas avoir accès au dossier médical. Alors ça, c'est quand même fou, ça. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la justice française. Depuis donc 1789, eh ben, un avocat a droit à accès au dossier de l'instruction. Eh ben là, ça n'a pas été possible. Donc ça, c'est un vice de forme. Et donc, normalement, un procès est cassé pour ça. Il n'y a pas eu d'expertise contradictoire. Je n'ai pas pu m'expliquer devant un expert. Donc, l'expert a donné ses conclusions. Donc, vous avez été interdit. Les 3 ans d'interdiction ont eu lieu. Donc, j'ai été interdit. Et non seulement j'ai été interdit, mais la cassation, on n'a pas pu y aller. Cassation rejetée. Et c'est pour ça que mon assurance professionnelle a décidé de financer un recours à la Cour européenne des droits de l'homme, tellement on pense que cette affaire est injuste. Enfin, alors, dites-moi, docteur, on va continuer à parler de ça, en tout cas, c'est très intéressant, mais est-ce que la véritable raison, alors je vais me faire non pas l'avocat du diable, mais l'avocat peut-être des rationalistes, ça n'a rien à voir, en disant oui, mais les expériences de la mort imminente, etc., est-ce que ce n'est pas encore, vous savez, toutes ces gens qui disent oui, mais tout ça, c'est
c'est de la fausse médecine, c'est de la paramédecine, c'est, je ne dirais pas du charlatanisme, mais des gens qui disent oui, mais ça va trop loin avec ces experts d'hypnose. Je voudrais avoir votre avis là-dessus parce que quelque part, il y a, comme vous le savez beaucoup mieux, une très grosse polémique sur les médecines alternatives, etc. Est-ce que vous n'êtes pas, est-ce qu'on ne vous a pas fait entrer dans cette case? On en parle tout de suite et évidemment on attend tous vos réponses après cette petite pause. Jean-Jacques Charbonnier. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller le docteur Charbonnier pour son livre Hold Up sur la vérité aux éditions Guitry Daniel. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors justement, docteur Jean-Jacques Charbonnier, je crois qu'il faudrait expliquer, vous savez, pour le très nombreux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que l'hypnose, la pratique de l'hypnose, la transcommunication hypnotique, il faudrait expliquer qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça consiste. Alors ce sont des séances collectives prodiguées sur 45 personnes. Oui. Ça dure 4 heures. Donc, dans une première heure, donc j'explique et je prépare les gens donc à cette conception particulière de l'hypnose, parce qu'il faut quand même soit préparé. Ensuite, la partie hypnotique en elle-même dure 1h30. Donc, elle est faite avec des casques qui sont reliés à ma voix et avec aussi un ingénieur du son qui travaille avec moi, qui s'appelle Étienne Dupont, et qui module le son en fonction de tout ce qu'on connaît sur l'hypnose, les états de conscience modifiés. Il y a les infrabasses, il y a l'alternance cerveau droit, cerveau gauche, cohérence cardiaque, enfin il y a tous les trucs, si vous voulez, qui permettent de voir ces états particuliers. Donc ça dure 1h30 et ensuite on partage, et ça c'est le plus intéressant, on partage les ressentis. Alors il y a aussi une personne qui surveille l'atelier, donc jusqu'à présent, c'était Marc Leval, qui était d'ailleurs un ancien journaliste de Sud Radio et qui maintenant a une web TV qui marche très bien, ABC Talk, et il s'en occupe, donc il est pris par le temps. Il y a un psychothérapeute qui vient une psychothérapeute, ou alors c'est Karine, ou c'est. Et les gens parlent entre eux. Après, vous les faites alors réagir. Après, oui, ils partagent. Donc il y a ce partage qui est très intéressant. Où on voit ce que les gens vivent, et donc ils racontent ce qu'ils ont vécu. Et moi, avec ma petite expertise et mon expérience, puisque ça fait plusieurs années que je fais ça, je les renseigne et je leur dis voilà. Et ce sont de gens en bonne santé ou pas en bonne santé. Enfin, c'est des gens de tout statut médical, etc. Oui. Ce sont des gens. Bon, alors quelques-uns sont envoyés par des médecins traitants parce que ils ont des angoisses liées à un deuil, ou ils sont angoissés par la mort, et ça leur fait du bien. Il y a beaucoup de médecins qui ont assisté à nos séances et qui maintenant nous envoient leurs patients, des psychiatres qui nous envoient leurs patients, mais il y a aussi des gens qui veulent simplement faire une expérience, parce que c'est un état modifié de conscience, et il y a d'autres expériences qui se passent dans ces ateliers, des états de conscience modifiés, ou alors certains disent avoir accès à des vies antérieures, d'autres faire un voyage galactique, d'autres avoir des visualisations de leur futur. Enfin, en tout cas, ça apaise les gens. Et pas d'absorption de quoi que ce soit. C'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que si Big Pharma, il y a eu un débat très intéressant, j'ai eu une table ronde très intéressante à l'université de Liège avec Steven Loret, le professeur Steven Loret, qui est à la tête du Coma Science Group, et je lui ai dit, pourquoi ne fait-on pas, donc je l'ai dit publiquement, c'était donc à l'université, je lui ai dit, mais pourquoi ne fait-on pas une étude scientifique sur la TCH? Et très malicieusement, il m'a dit, ça serait très intéressant, mais il faudrait trouver un labo qui nous finance. Et j'ai dit, on ne va pas trouver un labo qui finance une médecine qui ne consomme aucun médoc. C'est ça le problème. C'est que toutes les médecines alternatives actuellement sont violemment combattues. On a commencé par attaquer, on a détruit l'homéopathie, on a supprimé son enseignement à l'université et on a supprimé son remboursement, tout simplement parce que c'était une thérapie qui était qui ne consommait pas de médicaments chers.
C'est ça le problème. On a vu ce qui s'est passé avec la Covid. C'était exactement la même chose avec l'hydroxychloroquine, avec des articles bidouillés dans le Lancet. Mais tout le monde sait ça. Même le Lancet l'a reconnu. Donc tout est corrompu par des conflits d'intérêts. Et dans les revues à comité de lecture scientifique, on peut déglinguer n'importe quelle thérapie. Et si on veut la déglinguer, l'homéopathie a été déglinguée de cette façon. Ouais. Donc voilà, l'hydroxychloroquine aussi. Et voilà. pour vous, la transcommunication hypnotique fait partie d'une médecine alternative, mais comme il n'y a pas de médicaments, d'ailleurs vous parlez de la xapine dans votre roman, hein, dans Hold Up sur la vérité, vous dites qu'effectivement on combat tout traitement qui n'est pas un traitement avec des médicaments onéreux, ou en tout cas, il n'y a pas que ça, effectivement, quand même, docteur, il y a des médicaments qui coûtent pas cher, et vous êtes d'accord que certains médicaments servent quand même? Ah ben bien sûr, bien sûr. Mais les médecines alternatives devraient travailler non pas en compétition et en substitution, mais en complémentarité. On aurait tout à y gagner. Vous savez, quand on a un cancer, c'est quoi un cancer? C'est un voyant rouge qui s'allume quelque part. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? On enlève le voyant rouge, on fait de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de la chirurgie. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tout ça, mais on n'a pas réglé le problème parce qu'il y a un autre voyant rouge qui s'allume après. Donc, toutes ces médecines holistiques dites alternatives, eh bien, elles travaillent en amont de la maladie. Et une fois qu'elle est déclarée, on peut s'aider de ça. Ça fait du bien aux gens. Et le problème, c'est que on a vu naître une thérapie, on a voulu tuer dans l'œuf l'embryon, en tuant la thérapie et en s'attaquant à celui qui avait inventé cette technique, parce qu'on a vu que ça marchait. Et vous savez qu'en France, on est le premier consommateur mondial de psychotropes, avec 15 millions de boîtes d'anxiolytiques vendues par an. Vous le dites, 15 millions de boîtes d'anxiolytiques vendues chaque année, c'est ça, en France? Chaque année, record mondial de consommation de psychotropes par habitant en France. C'est un record qui n'est pas prêt de tomber. Avec des réactions comme ça, le prochain sur la liste, ça va être l'ostéopathie, ça va être l'acupuncture, parce que Big Pharma, vraiment, on l'a vu, ce qui s'est passé lors de la... Là, les masques sont tombés quand même. Moi aussi, je suis le premier étonné de ce qui m'arrive. Je ne pensais pas que le niveau de corruption allait envahir les pouvoirs. Mais tous les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs politiques, les pouvoirs médicaux et même juridiques, c'est ça qui est le plus inquiétant dans une démocratie quand même. Parce que tout le monde reconnaît que ce que je vis, c'est anormal. Et on a voulu m'attaquer en raison de ces ateliers. Et en fait, quand on fait le bilan de tout ça, ben, c'est idiot. Parce que ça m'a donné une popularité que je n'aurais peut-être pas eue. Et en plus, je ne fais plus que ça maintenant. Mais vos ateliers, vous les faites, vous continuez, on vous laisse les faire. On ne vous a pas empêché d'exercer la transcommunication hypnotique. Je ne vois pas comment on pourrait empêcher ça. Ou alors là, on est dans une dictature absolue. Et il y a, puis c'est ce succès qui est là. On a mis en place, par exemple, 3330 places sur 10 villes de France pour les 6 mois à venir. En 4 jours, tout était complet. Donc si c'était nul, les gens ne viendraient pas, il n'y a aucune publicité. C'est vraiment le bouche à oreille, c'est vraiment les gens qui font que le succès est là, c'est grâce à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, c'est grâce à ce qu'ils échangent en famille, c'est grâce à ce qu'ils échangent avec leurs amis que ça devient ce succès. Et moi, si le succès n'était pas là, il y aurait longtemps que j'aurais arrêté ça. Bien sûr. Mais bon, j'ai vu que ça a aidé les gens. Mais là, vous avez le droit, docteur Charbonnier, de reprendre vos activités d'anesthésiste, réanimateur ou pas? Oui, normalement oui, puisque la période d'interdiction se termine. Mais j'ai pas du tout envie, parce que je vois que je suis beaucoup plus utile, enfin, beaucoup plus facilement remplaçable dans mon activité d'anesthésiste que dans cette activité-là, puisque pour l'instant, on n'a pas mis en place de formation, bien qu'il y ait des gens qui veulent se former à cette technique, il y a des médecins qui veulent se former, des psychiatres. Ils ont commencé par voir que leurs patients revenaient apaisés. Progressivement, avec une aide médicale, ils ont pu sevrer les anxiolytiques. Donc, ils sont venus assister aux séances, ils ont vu. Et vous avez beaucoup de médecins aujourd'hui qui travaillent avec vous, de psychiatres ou de pédopsychiatres, etc. Oui, nous avons beaucoup de médecins qui nous envoient des patients parce que, qu'est-ce qu'ils ont comme recours
à part bon, les médocs, les anxiolytiques, les antidépresseurs, il n'y a pas grand-chose en médecine générale. C'est surtout passer du temps avec les gens, c'est les écouter, leur faire vivre des expériences apaisantes. Et ça, c'est un des moyens. Et ils ont trouvé que leurs patients étaient améliorés par rapport aux angoisses du deuil et par rapport aux souffrances de la mort, sans pour autant consommer beaucoup de médicaments, et même en pouvant sevrer. Et alors, docteur, non, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est bien de poser ça sous projecteur, cette pratique que vous faites, ces ateliers d'hypnose collective. Alors, évidemment, moi, je n'ai pas d'avis à avoir, je n'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, c'est bien d'en parler, c'est bien d'en discuter, le contester aussi pour certains, mais voir vraiment dans les faits ce que ça apporte. Alors, je me suis demandé d'ailleurs, alors vous avez écrit des livres sur l'hypnose, et qu'est-ce qui vous a fait choisir le roman plutôt que raconter votre histoire qui est déjà suffisamment forte? Pourquoi ne l'avez pas raconter telle qu'elle? Et plutôt sous forme romanesque. C'est réussi, mais enfin, voilà. Oui, j'ai préféré le roman parce que je crois que les gens, bon, ils ont envie de légèreté, et dans le roman, il y a beaucoup d'humour. C'est un roman, un thriller, mais il y a beaucoup d'humour, vous en conviendrez. Tout à fait. On rigole beaucoup. D'ailleurs, les gens me disent, on rigole beaucoup en lisant votre livre. Oui, ça peut paraître bizarre pour un thriller, mais c'est vrai. Mais tout simplement parce que ça n'aurait pas été possible. J'ai un éditeur exceptionnel, Guy Trédaniel. Je suis fidèle à cet éditeur. J'ai fait quelques petites. Oui, voilà, j'ai vu que vous avez fait plusieurs ouvrages avec lui. Oui. Tout à fait. Plusieurs éditeurs, mais vraiment lui vraiment c'est quelqu'un. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait traduire à l'étranger. C'est lui qui a fait cette diffusion. Il s'occupe bien des auteurs. C'est un éditeur vraiment remarquable. Voilà, c'est un bon éditeur, c'est celui qui s'occupe bien de ses auteurs, c'est vrai. Voilà, exactement. Et donc, on a pris des précautions juridiques par rapport à ce livre. Ouais. Je n'aurais pas pu l'éditer, ce livre. Tout simplement. Je n'aurais pas pu l'éditer. Et même, dans sa première partie, il y a eu des corrections, parce que le service juridique a dit qu'on prenait trop de risques par rapport au Conseil de l'ordre, par rapport là. Donc, j'ai vraiment émoussé le truc. Et les gens qui connaissent ma vie et qui connaissent mon histoire, bien sûr, ils vont reconnaître tout le monde. Est-ce que l'Ordre des médecins vous a attaqué directement ou pas? Ah oui. Ah oui, l'Ordre des médecins m'a attaqué, clairement. Il m'a attaqué. Bon, la sanction était 1 mois d'interdiction d'exercice. Ça n'a pas été très violent, mais déjà me faire subir une expertise psychiatrique, ça semble complètement pas mal, quand même. Enfin, il suffit de discuter quelques minutes avec moi pour voir que je ne suis pas complètement vrillé, quand même. Enfin, il me semble. Écoutez, on demandera aux auditeurs de Sud Radio, ça fait 1 demi-heure qu'on discute ensemble, vous ne me paraissez pas frappé d'un syndrome violent, mon cher docteur Charbonnier. Et justement, on va demander aux auditeurs de Sud Radio si certains peut-être connaissent l'expérience d'hypnose ou pas. En tout cas, on va en parler avec eux tout de suite après cette petite pause. Au 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio et vous avez la parole, chers auditeurs, au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler pour interpeller le docteur Charbonnier. Et on accueille tout de suite Robert de Marseille. Bonjour Robert. Oui, bonjour Robert. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Charbonnier. Je voudrais poser une question sur les EMI. J'ai vu deux émissions il y a quelques années sur les EMI où il parlait expérience de mort immédiate, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. De personnes qui étaient traumatisées, qui avaient eu un accident de la route ou des trucs comme ça, qui étaient, par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'une femme qui était sur une table d'opération, l'électroencéphalogramme plat, tout ça, et elle a dit qu'elle s'est vue au-dessus de son corps. Elle a décrit les personnages, il y en a même qui chantaient une chanson. C'était des chirurgiens qui a relevé le numéro de sa table d'opération qui se trouvait dessous, mais détail important, elle était aveugle. Alors je voulais savoir si votre thérapie est différente de ça. Oui, est-ce que ce n'est pas l'expérience de la mort immédiate, docteur Charbonnier, pour vous? En fait, ce que je recrée
dans la séance d'hypnose, c'est la séquence événementielle typique de celles et ceux qui vivent ces fameux arrêts cardiaques. Je pense que monsieur veut parler de l'électrocardiogramme, hein, parce qu'on monitorise en général le cœur dans des opérations, et le cœur peut s'arrêter, et il y aurait 12 à 18% des adultes qui vivraient ces expériences, 65% chez les enfants en arrêt cardiaque, donc beaucoup plus, parce que tout simplement les enfants n'ont pas encore l'occasion de censurer les informations par les apprentissages qui sont dans nos sociétés occidentales réductionnistes, censurantes sur tous ces Mais états particuliers. Vous dites 12 à 18% déjà chez les adultes, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Il y aurait 60 millions d'expériences. 4% de la population, alors c'est pas 4% de la population planétaire, c'est 4% de la population médicalisée qui peut récupérer des arrêts cardiaques. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ouais. Et ces expériences, dans leur majorité, il y a des expériences négatives, c'est vrai, mais dans la majorité des cas, eh bien, font du bien aux gens. C'est-à-dire que les gens sont apaisés par rapport aux souffrances du deuil et sont moins angoissés par rapport à leur propre finitude. Voilà. Et c'est ça, surtout, pour avoir étudié ces expériences depuis 30 ans, c'est ça qui m'a le plus interrogé. Que fait-on de ces expériences? Parce que vous avez eu l'occasion de les regarder en tant qu'anesthésiste réanimateur, c'est ça? Enfin, c'est votre expérience d'anesthésiste réanimateur qui vous a permis de passer à... Pas tellement. Ouais. Pas tellement. Non. Parce qu'au début, j'étais dans un service de neurochirurgie en réanimation. Ouais. Et voilà, je guettais tout ça. J'allais presque interroger les gens. Alors, vous l'avez vu le tunnel ou quoi? Le fameux tunnel. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y, allez-y. Oui, parce qu'il y a d'autres expériences, comme je disais, qu'il y en a qui traversaient les murs, qui se voyaient traverser les murs et aller trouver le tunnel. Le tunnel où la lumière était au bout, et qui ont vu, au conditionnel, et qui ont vu les parents décédés, qui leur a dit, écoute, c'est pas le moment, tu peux retourner où tu es. Oui, mais alors Robert, excuse-moi, je voudrais poser une question. C'est le rationaliste en moi qui pose une question. Oui, est-ce qu'on n'a pas tous des visions, des choses, on a tous à un moment donné dans certains états, et je pose la question au docteur Charbonnier, qui nous fait voir effectivement, c'est toute la discussion qui existe depuis des décennies. Justement, à ces expériences, justement, problème cardiaque, accident de la route, tout ça. Non, mais oui, mais pardon, Robert, on peut avoir des visions sans avoir eu des accidents cardiaques ou des... Non, parce que moi, je connais des gens très sincèrement qui, à la suite de, je ne sais pas, d'un malaise peut-être, etc., ont eu un certain nombre d'expériences sans aller jusqu'à la crise cardiaque. Docteur Jean-Jacques Charbonnier. Oui, alors ça fait partie des états de conscience modifiés. Oui. Ils ne sont pas forcément, et vous avez raison, le cas que lors de ces expériences de mort imminente. Et oui. Il y a aussi des expériences transcendantes qui arrivent lors d'expériences sous, mettons, chamaniques, sous transe chamanique, avec certaines substances comme l'ayahuasca ou l'iboga. Stanislas Grof, le professeur Grof, avait fait des études sur LSD. Mais ce qui est très Ce qui est très troublant, c'est qu'on se rend compte que les perceptions qu'ont ces personnes, eh bien, normalement, sont impossibles avec un cerveau normal, comme si notre cerveau était finalement qu'un filtre réducteur d'informations. Il y a par exemple des gens qui ont vu des scènes qui se trouvaient à distance de leur corps physique, au moment où ils faisaient ces arrêts cardiaques, qui ont pu décrire ces scènes telles qu'ils les ont perçues et vérifier ensuite que ces scènes ont bien existé. Eh bien ça aussi, ces phénomènes de remote viewing, on l'obtient dans les ateliers d'hypnose où des gens ont pu décrire des scènes en décrivant l'habillement des personnes, des habillements qui étaient quelquefois inconnus. Alors là, on peut se poser des questions quand même. On peut se dire, ouais, même si on ne comprend pas, même si on n'explique pas, eh ben, il faut avoir l'humilité de dire que la conscience est peut-être autre chose. Et cette théorie que j'ai proposée dans une thèse de doctorat en médecine de François Lallier, de conscience intuitive extraneuronale dissociée d'une conscience analytique cérébrale qui, pour le coup, est bien dans la matière, eh bien, elle explique d'une certaine façon ces expériences. Parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles, puisqu'on sait maintenant, depuis mars 2001, les travaux de De Vries et Becker ont montré que dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, c'est excessivement court, 15 secondes, on a une mort clinique, un électroencéphalogramme plat, et avec un électroencéphalogramme plat, il est impossible de voir, d'entendre, de comprendre, de mémoriser. Bien sûr.
Alors, c'est toute la thèse. Écoutez, ça, effectivement, vous l'exposez. C'est quelque chose qui doit être discuté. Mais on va interroger d'autres. Nous avons beaucoup d'autres auditeurs que ça passionne. Oui, c'est vrai, André. Merci à Robert. Et on accueille Chantal de Prades. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour Monsieur Bercoff, bonjour Docteur Charbonnier. Moi, je vous suis depuis d'excellentes années, sans le vouloir, parce que étant par une pratique de taoïste, je connais la conscience modifiée et j'en ai fait l'expérience depuis l'âge de 16 ans et j'en ai 68 ans. Ça m'a permis d'assumer des contrôles médicaux extrêmement contraignants qui demandent souvent une anesthésie locale. Et à la Péronie, ils avaient l'aimable courtoisie de me laisser 10 minutes de tranquillité pour entrer dans un état de conscience modifié. Et je n'avais pas besoin d'anesthésie locale. Et c'était douloureux. Ce sont des opacifications de gastroplastie. Donc c'est pas évident. Et tout ceci, pour moi, c'est pareil, normal. Je l'ai appris à mon petit-fils, je l'ai appris à tout le monde et tout le monde le sait. Et là, je suis ravie que le docteur Charbonnier puisse enfin venir sur une onde, sur un média que tout le monde écoute, et surtout passer par le biais justement d'un roman pour que ce ne soit pas juste élitiste et qu'on ne nous prenne pas pour des perchés. Moi, je descends de mon arbre pour vous parler. Voilà. Voilà, mais merci Chantal. Alors, docteur Charbonnier, effectivement, il y a des gens qui diront oui, mais enfin tout ça, ce sont des élucubrations, ces états de conscience modifiés, et puis beaucoup d'autres, effectivement, et c'est vrai, on parle de choses qui existent, qui sont là. Et la question que je voulais vous poser, on est en fin d'émission, mais on reparlera de tout cela, bien sûr. Est-ce qu'au fond, ce que vous dites qui a existé, est-ce que ce n'est pas parce que encore la recherche médicale, la recherche neuronale, la recherche neurochirurgicale, la recherche cognitive n'a pas encore atteint ces domaines? Est-ce que ce n'est pas encore de la terra incognita? Ah bien sûr. Et je dirais presque tant mieux. Parce qu'on n'est pas obligé d'expliquer les choses pour les accepter. On est dans une société scientiste, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que les choses existent à partir du moment où il y a une démonstration scientifique. Et pour qu'une chose soit reconnue scientifiquement, il faut qu'elle soit reproductible et mesurable. Oui. Or, il y a plein de choses qui sont ni reproductibles ni mesurables, à commencer par la création de l'univers, l'amour, etc., mais qui existent pourtant. C'est comme les barreurs de feu. Les barreurs de feu... ils existent et ils ont une action thérapeutique. Il y a des médecins ouverts à ça qui sont intelligents et qui s'en servent, même s'ils ne comprennent pas comment ça marche, pour des douleurs de radiothérapie, pour des brûlures. Et on a pu constater de façon cytologique qu'il y avait une amélioration de ces soins que l'on ne comprend pas. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. C'est ça l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de ma démarche? C'est de faire du bien aux gens qui se trouvent mieux après. Ensuite, on croit ou on ne croit pas à la réalité de l'au-delà, peu importe. Mais ce qu'on ne peut nier en tant que médecin, que je suis et que je reste, quoi qu'il en soit, je serai toujours docteur en médecine et anesthésiste réanimateur. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils pourront jamais m'enlever mes titres universitaires. Ouais. Jamais. C'est pas possible. C'est trop tard. 35 ans de preuve. Oui, et donc, pour vous, ce qui est important, c'est de laisser ouvert le périmètre. Ben, bien sûr. C'est d'essayer de travailler ensemble. Même si, il y a cette opposition financière de Big Pharma qui contrôle. Oui, mais enfin, il n'y a pas que Big Pharma. Mais vous n'êtes pas contre les médicaments de façon théorique, totale, non? Bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas que les enjeux financiers. La santé, c'est ça le problème. C'est qu'on a mis la santé comme, étant un moteur d'activité pour faire un business. Et c'est pas ça. Oui. Vous avez reçu ici mon collègue et ami, le docteur Fouché. Oui. Pour moi, lui, c'est un héros. C'est un héros, parce que moi encore, je suis en fin de carrière. Mais lui, il a sacrifié ça pour ses idées. Et on est raccord sur tout ce qu'il a dit. Félicitations aussi pour votre émission sur les suspendus que j'ai écouté avec. Ouais. Voilà, c'est grâce à vous, franchement. Écoutez, je ne connais pas un autre créneau, je ne connais pas un autre média où on peut s'exprimer comme ça sur ces sujets. L'idée, c'est de donner la parole à tous et de ne pas être effectivement fermé ou borné. En tout cas, merci, docteur Jean-Jacques Charbonnier. On continuera à parler de tout cela.
C'était le face-à-face du jeudi 26 janvier avec le docteur Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur, écrivain, conférencier, auteur de Hold Up sur la vérité aux éditions Guy Trédaniel. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.